Bonjour, monsieur Cheminade. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais vous faire une présentation de vous. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 20 août 1941 à Buenos Aires, en Argentine. Donc, vous avez vécu 17 ans en tant que Français à l'étranger. Vous êtes diplômé de HEC Paris et de l'ENA. Et vous possédez aussi une licence en droit. Vous avez été notamment un haut fonctionnaire de l'État français. Et en poste à Paris, vous avez participé aux négociations d'adhésion au marché commun, dont nous avons parlé. Et par la suite, vous avez été un attaché commercial à New York, qui fait la promotion des biens d'équipement français aux États-Unis. Alors, vous avez créé votre parti en 1996, qui s'appelle Solidarité et Progrès. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de 2012. Donc, votre parti politique sera présent lors des prochaines élections européennes du 25 mai. Et nous avons plusieurs questions à vous poser sur cette élection-là. Donc, vous êtes partisan du passage de l'euro unique à des euros nationaux, et notamment vous voulez sortir de l'euro pour retrouver le franc. Donc, quels sont les avantages et est-ce cela réalisable? L'euro, dès le départ, a été conçu comme une monnaie sans rapport avec l'économie réelle et comme courroie de transmission d'un système financier international. Donc, cet euro-là n'a pas permis de faire les grands projets qui étaient prévus au départ par Jacques Delors. C'est un échec. Et la question aujourd'hui n'est pas si on va en sortir, c'est quand et comment. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un garrot autour du cou, à être étranglé par étapes successives, sans pouvoir se libérer et sans pouvoir mener une politique de grands projets pour l'équipement de l'homme et de la nature, que l'Europe, dont c'était la mission, aurait dû mener. Et si l'Europe devait assurer la paix, elle devait être basée sur ces grands projets, pour elle-même et pour autrui, à l'échelle de l'Eurasie d'abord, et à l'échelle du monde. Or, elle ne l'a pas fait. Donc, nous avons donc une Europe de l'euro qui a échoué, tout le monde le reconnaît. On dit on ne peut pas en sortir parce que ça pourrait s'arranger à l'intérieur, ça pourrait se refaire, etc. Ce n'est pas possible. Les gens qui ont fait cette Europe de l'euro sont des financiers, et ces financiers sont des gens qui ont une vision du gain immédiat à court terme, et qui ont monté tout ce système financier monétaire international dans lequel on vit, et dont l'euro n'est qu'un relais. Et ce système est un système de spéculation à court terme, l'emporte constamment sur l'investissement à long terme. C'est ça qu'il faut changer. Donc il ne faut pas sortir de l'euro par la binationale, par je ne sais quelle idée de retour au passé. Il faut sortir de l'euro pour aller vers le futur et faire une vraie Europe autour de grands projets de développement mutuel. Alors pour cela, il faudra probablement des transferts de souveraineté, mais projet par projet, pour de grands projets. Il ne faut pas le faire dans l'abstrait pour favoriser ce que De Gaulle a appelé un carteron de banquiers internationaux. Merci. Sur votre site, on peut lire que l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, est toujours directement associée à l'OTAN, vous appelez branche armée de l'oligarchie financière. Donc, est-ce qu'il faut accompagner la sortie de l'euro par une sortie de l'OTAN? Alors, j'ai ici ce qu'ont déclaré devant moi Obama et Hollande lorsque François Hollande a rencontré Barack Obama. Depuis le retour de la France dans la structure de commandement de l'OTAN, il y a 4 ans, nous avons développé notre coopération à tous les niveaux dans le cadre de notre engagement à renforcer constamment le partenariat entre l'OTAN et l'Union européenne. Donc l'OTAN, c'est l'Union européenne, et c'est avoué. Or, cette politique de l'OTAN a été une extension constante vers l'Est. Et on peut comprendre que la Russie réagisse. On avait promis à Gorbatchev en 1990, James Baker, le troisième, James Baker III, qui était un président Bush, que l'OTAN s'étendrait, les Russes admettaient que l'OTAN s'étendrait jusqu'à la main de l'Est, et que l'Allemagne serait réunifiée, et qu'elle appartiendrait à l'OTAN, qu'elle serait au sein de l'OTAN, mais on n'avait pas dit que l'OTAN s'étendrait ailleurs. Or voilà qu'elle s'est étendue jusqu'aux Pays-Baltes, jusqu'à la Pologne, et maintenant, avec l'accord de l'Union européenne qu'elle prévoyait avec l'Ukraine, l'OTAN serait rentrée jusqu'en Ukraine. Et là, les Russes ont réagi. Et on est dans une période très dangereuse de l'histoire, parce que
on a cette réaction d'un côté des Russes, et de l'autre côté, on a cette politique des milieux financiers, des milieux internationaux, qui veulent continuer leur domination et l'étendre le plus possible à l'échelle du monde. Et ont une politique, donc, qui a une branche militaire, qui est celle de l'OTAN. Donc l'OTAN est devenue, au fil du temps, quelque chose qui est la branche militaire, non pas de l'Union européenne, mais d'un monde financier, monétaire, international, dont la City de Londres et Wall Street sont les deux grands piliers. Et il y a eu des émissions à la télévision française, notamment une sur France 5, la finance de la City, la finance dans tous ses états, qui a bien montré le phénomène. Alors c'est un phénomène qu'on nie, généralement, parce qu'on ne peut pas aller au fond des choses. Mais si on va au fond des choses, on voit bien ce lien entre ce système financier monétaire d'une part, et d'autre part l'OTAN, qui est en quelque sorte son bras armé, qui est devenu son bras armé. Et c'est une chose dont il faut sortir, et non pas sortir de façon anarchique, mais sortir avec un président de la République en France qui devrait dire au monde ce qu'il en est, et que la France doit donner l'exemple, comme elle devrait toujours donner l'exemple lorsque la démocratie et la paix dans le monde sont en cause. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit à la place de mener la guerre des États-Unis en Ukraine en face de la Russie, est-ce qu'on doit opérer un rapprochement entre les pays européens et la Russie? Oui, bien sûr. Pour moi, le problème est le suivant. Il y a un géopoliticien qui s'appelle Mackinder, qui avait dit depuis longtemps, et c'est la thèse qui a été adoptée maintenant par les pays occidentaux, que, hélas, qu'on devait s'emparer du centre de l'Europe. Et qui tiendrait le centre du monde tiendrait le monde. Donc, dans la situation de crise financière et monétaire, encore une fois, il faut le souligner, que nous subissons, ces pays sont dans la fuite en avant et veulent aller dans cette direction. De l'autre côté, il y a une réaction en Russie, avec toutes les thèses de quelqu'un qui s'appelle Alexandre Douguin, fort lié à Marine Le Pen et à Soral en France. Douguin qui dit « Ah, mais c'est nous qui devons occuper cette partie du monde ». Et si on va dans cette direction, dans les deux cas, on va à une guerre. Et c'est inéluctable, parce qu'on raisonne dans un monde de ressources finies et pas dans un monde de développement mutuel. Donc l'avenir, c'est ce que, dans une certaine mesure, quelqu'un comme Lavrov ou un des conseillers de Poutine qui s'appelle Glaziev ont proposé, ce que de notre côté, certains proposent aussi. C'est-à-dire un développement qui aille de Lisbonne à Vladivostok. Moi, je préfère dire, De Gaulle disait de l'Atlantique à l'Oural, moi, je préfère dire de l'Atlantique à la mer de Chine. Un développement de l'Europe et de l'Eurasie, pour qu'au sein de ce développement et de grands projets qu'on fait ensemble, l'Ukraine soit un exemple d'un développement mutuel et qu'on apporte la paix par le développement des deux côtés. Parce que si on regarde aujourd'hui l'Ukraine, ni l'Union européenne, ni la Russie ne peuvent assurer son développement. Il faut qu'elle soit au sein d'un ensemble constitué, intégré. Et la dette ukrainienne est telle qu'elle ne peut pas être payée. C'est impossible sans imposer des souffrances au peuple, encore pire que celles qu'on impose à la Grèce. Donc, il faut une politique de, je dirais, de moratoire, d'une part d'annulation de dette, dans la mesure où celle-ci est illégitime, et ouvrir de ce point de vue à l'Ukraine la voie de l'avenir. Or, évidemment, l'Union européenne a été, disons, a fermé les yeux sur ce gouvernement actuel de l'Ukraine, où il y a dans la police et dans le renseignement et dans tout ce secteur-là des néofascistes ou des fascistes de tradition pandéviste qui ont été intégrés, et au niveau des responsables économiques, des gens qui sont des libéraux, qui sont pour une politique d'austérité sociale. Donc ça ne peut pas marcher de cette façon. Et il faut, pour que cela puisse marcher, qu'il y ait une autre vision, une autre conception du monde. Alors ça dépasse très loin l'Ukraine, ce n'est pas la question de l'Ukraine, c'est la question quelle est à nous notre identité d'Européens et quelle est l'identité qu'on doit avoir par rapport au monde. Merci. Nous allons basculer le sujet. Vous souhaitez un triple budget de l'Agence spatiale européenne. Nous avons vu ça dans notre programme pour l'élection présidentielle de 2012. Et on lance, avec une coopération de pays, un grand programme spatial mondial. Et vous voulez en particulier que l'Europe participe à la hauteur de 150 milliards de dollars. Et pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, il est utile de se lancer dans ces grands projets spatiaux
telles que la colonisation de Mars ou l'industrialisation de la Lune. Alors, on a dit, bon, cette élection présidentielle, que j'étais farfelu, parce que j'avais parlé de l'espace, on a parlé des petits bosons verts, ça n'a rien à voir avec la réalité, bien entendu. Au début du siècle, un Russe, Konstantin Tsiolkovsky, disait la Terre est le berceau de l'humanité, mais peut-on passer toute sa vie dans son berceau? Donc, c'est une vision qui me semble juste, parce que par-delà ce que nous connaissons, l'espace existe et il faut l'explorer. Il ne s'agit pas de conquête, je n'aime pas du tout ce mot-là. Il s'agit d'exploration. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant? Parce qu'une politique spatiale ne peut pas être faite par un pays ou deux ou trois pays. Ça doit être un objectif commun à l'humanité. Donc c'est un moyen de réunir, c'est un moyen de faire ensemble, de travailler ensemble. Et d'aller y voir, d'explorer, c'est une manière d'agir en commun. Et la paix ne pourra être assurée de cette façon-là. Il faudra un développement qui sera un peu la piste de décollage au niveau de la Terre, qui est un développement global. Et il faudra développer l'Afrique, par exemple. Il faudra faire de grands projets qui permettent le développement aussi de l'Asie. Et à partir de là, on aura les conditions réunies pour mettre assez de ressources pour pouvoir aller dans l'espace. Alors, l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire avoir un système où des satellites mis en commun détectent qui veut faire quoi sur Terre et permettent aussi, dans l'aspect positif, tout un travail sur la médecine qui s'aide pour repérer les épidémies, pour repérer tout ce qui peut arriver à l'échelle d'un pays. Par exemple, quand on voit le développement d'eau en Afrique, on voit comment se développeront les populations de moustiques, on pourra les identifier, on pourra intervenir. Pour l'agriculture aussi, c'est très important, on veille sur la récolte. Donc, il y a tous les aspects positifs, on pourra en parler de beaucoup d'autres. Ceux-là sont les plus facilement connaissables et perceptibles. Mais il y a plus loin, il y a à voir ce qui se passe dans l'espace. Ce qui se passe dans l'espace, c'est les astéroïdes, c'est les comètes. Alors là, il faut un système de veille et de protection éventuelle, parce qu'on sait maintenant qu'il y a ces choses-là tombent sur Terre et qu'une chose de grande taille tombe sur Terre en moyenne tous les 100 ans. Donc il faut faire quelque chose. Et il y en a de plus grandes encore qui ont causé les cataclysmes que l'on connaît maintenant. Donc il faut aller y voir. Alors c'est à long terme, bien sûr, mais c'est essentiel d'avoir ce système de veille. Et on parle aussi aux États-Unis de capturer certaines de ces astéroïdes pour les exploiter, ce qui est une chose intéressante, mais à mon avis relativement secondaire par rapport à la veille nécessaire. Alors tout le monde disait, oh, ça c'est pensé dans l'avenir, on n'a pas besoin d'en parler dans une élection présidentielle. Puis il y a eu Tcheliabinsk, où on a vu ce qui s'est passé dans l'explosion en haute altitude d'un astéroïde qui faisait après tout que 20 mètres, c'est-à-dire un assez petit. Donc il y en a beaucoup, pas très petits, mais il y en a beaucoup plus grands. Donc il faut ce système de veille, et je crois que c'est une manière de dire, puisqu'il faut se protéger, faisons-le ensemble à l'échelle de l'humanité. Maintenant, il y a une autre chose encore très intéressante, dont parlent les Chinois et parfois les Russes, et dont on ne parle malheureusement plus. C'est qu'il y a sur la Lune de l'hélium-3. Et l'hélium-3, c'est une matière où il y en a très très peu sur Terre. Très peu sur Terre parce qu'il y a vraiment, heureusement, une protection magnétique qui assure le magnétisme terrestre, et ça n'arrive pas sur Terre. Ça, on aurait tous de sacrés problèmes. Mais ça arrive sur la Lune. Or, ça peut être aussi quelque chose qui peut servir comme source d'énergie dans la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc, on pourra assurer peut-être une fusion thermonucléaire contrôlée, qui est le développement du nucléaire de l'avenir. Un nucléaire qui produit pratiquement plus de déchets et qui est fait avec des substances très simples, et qu'on fera cela, et qui est pratiquement illimité. Donc on fera cela, et on ne sera pas prisonnier d'une substance comme l'uranium, qui a une durée, elle, très limitée. C'est limité, enfin, situé en plusieurs dizaines d'années, mais quand même avec une limite, on évalue entre 60 et 200 ans selon les procédés qu'on utilise. Donc là, on sort d'un univers de ressources fixes, et on passe à un univers de ressources, disons, aucune n'est illimitée, mais de ressources très très étendues. Et c'est ça l'espace. L'espace, c'est aller vers quelque chose d'étendu, et c'est surtout pas c'est ah, c'est bon, c'est bon. Pardon? Ouais, on a encore 5 minutes. 5 minutes, c'est bon encore. Oui. Voilà, ah oui, alors, mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, est-ce que une colonisation de Mars est envisageable ou pas? Non, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, voilà. C'est ce qu'il faut d'aller sur Mars aujourd'hui.
parce qu'il y a des rayonnements cosmiques, on ne sait pas très bien ce que c'est, et on mettra très longtemps pour faire l'aller-retour. C'est de l'ordre de 30 mois au moins, parce qu'il faut une conjonction dans les conditions actuelles de Mars, de la Terre et du Soleil, très précise, qui permet d'aller et de revenir. Donc c'est trop long. Et ça serait fou, comme il y a tous ces projets, on tire au sort, on fait des émissions de télévision, je ne sais pas quoi, pour aller sur Mars, c'est ridicule. Mais il faut étudier. Donc on a envoyé Curiosity, qui est une très bonne chose, et l'Agence spatiale européenne m'a envoyé ExoMars. ExoMars, ça sera très intéressant parce que on va envoyer un dispositif qui permet de creuser à 2 mètres de profondeur, et on va savoir un peu de quoi est fait la surface de Mars. Alors, pourquoi s'intéresser à Mars de ce point de vue-là? Point de vue immédiat, c'est parce que mieux connaître l'histoire de Mars, c'est mieux connaître l'histoire de la Terre. Et on connaîtra mieux les conditions dans lesquelles le système solaire s'est développé et a fonctionné. Donc c'est une connaissance de l'histoire. Et il faut là-bas aussi voir exactement quelles sont les conditions actuelles. Elles ne sont pas bonnes pour vivre. Et vraiment, je crois que tous ces projets immédiats sont absurdes. Peut-être à terme, un jour, mais certainement pas moi et certainement pas vous, nous le verrons, il pourra y avoir un développement sur Mars que vos arrière-petits-enfants peut-être pourront voir. Mais c'est pas immédiat. Mais il faut penser sur le long terme, et il faut commencer dès maintenant des choses qu'un jour produiront dans le futur. Et il y a les urgences, évidemment la protection contre les comètes et les astéroïdes, et l'hélium 3 sur la Lune. Ça, c'est plus quelque chose à quelques dizaines d'années. On dirait la fusion thermonucléaire, on en parle depuis 30 ou 40 ans. Mais c'est comme la guerre à la drogue, on en parle depuis 30 ou 40 ans, on n'a jamais rien fait en réalité. La fusion thermonucléaire non plus, parce que l'argent de la guerre à la drogue, lui, opère dans toutes les grandes bombes, c'est 1600 milliards par an, et on détecte 0,2%, ce qui montre bien qu'on va fermer les yeux. La fusion thermonucléaire aussi, on en parle depuis 30 ans, on dit qu'on va le faire, mais on ne le fait pas. Vous savez, c'est comme ça, cet opéra où on annonce que la garde va venir, puis il ne vient jamais. Donc là, il faut faire quelque chose dès aujourd'hui. Ça prendra peut-être 10 ans, ça prendra peut-être 20 ans, ça prendra peut-être un peu plus, mais il faut commencer aujourd'hui. Et on ne commence pas vraiment. On a fait ITER en France sur la fusion thermonucléaire, et c'est très lié à l'espace, parce que le mode pour aller dans l'espace, probablement de propulsion, sera la fusion thermonucléaire. Ça permet d'aller plus vite. On doit résoudre les questions de gravité, mais ça permet d'aller plus vite et pendant plus longtemps dans les conditions actuelles. Donc tout ça doit être contrôlé. Et c'est, pour finir, je dirais que ça suppose une société qui est une société plus juste, plus coopérative, plus républicaine, plus démocratique que la société actuelle. Puisque vous êtes en Irlande, je dirais que c'est peut-être la société dont rêvait Theobald Wolfson, le héros de l'indépendance irlandaise, dont tout le monde parle. Theobald Wolfson rêvait de ce type de société coopérative. Il a perdu sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas perdre la vie, mais on doit faire politiquement tout pour que cette société puisse venir à jour. Sans ça, on a une guerre de tous contre tous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour le lycée de pouvoir vous accueillir. J'espère que la grenouille ne deviendra pas grosse comme le bœuf, mais qu'elle devra intelligente comme le renard et puissante comme les hommes dont on a besoin pour l'avenir, et surtout les femmes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.